Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans l'Afrique dans tous ses états, cette émission qui met au cœur du débat l'actualité du continent africain. Comme chaque semaine, vous le savez, nous allons à votre rencontre afin d'aller dénicher les sujets qui vous ont fait parler. Alors, deux sujets sont à l'ordre du jour pour cette édition. Le président Ibrahim Traoré face au monde. Souveraineté, tension et ambition. On continue avec le Bénin. Le nouveau président béninois peut-il réellement choisir sa position face à l'AES ou doit-il de fait coopérer avec elle? Voilà, mesdames et messieurs, les deux sujets que nous aborderons avec nos invités du jour. On accueille comme il se doit M. Thiambel Guimayara, vous êtes journaliste, La Voix du Mali. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est un plaisir. On continue avec notre cher invité, notre deuxième invité, Docteur Camara, vous êtes maître de conférence, plus besoin de vous présenter ici sur l'Afrique dans tous ses états. Bonjour Aïssa, bonjour à notre invité, bonjour Baba. Ravi comme toutes les fois où c'est possible d'être ici avec vous pour parler du continent africain. De notre continent africain, notre chère Afrique. Exactement. Et mesdames et messieurs, on poursuit, on finit avec notre troisième invité. Il s'appelle Babadem, plus besoin aussi de le présenter. Il est journaliste. Bienvenue à vous, Babadem. Oui, bonjour Aïssatou, bonjour à nos deux copanélistes et nos spectateurs et commentateurs. Merci beaucoup, Babadem. Effectivement, on lit encore une fois tous vos messages. Cette émission, c'est la vôtre. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite ici ou si vous souhaitez venir dans ce plateau, eh bien, vous êtes les bienvenus. Alors, petite pause littéraire, mesdames et messieurs. Je vous propose de découvrir ce livre, Le Sahel central dans la zone grise. Mesdames et messieurs, c'est un livre écrit par Mohamed Maïga. Mohamed Maïga est analyste, expert des politiques publiques et en intelligence stratégique, spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel central, fondateur du cabinet Alibert Conseil. Donc c'est un livre qui parle du Sahel, le Sahel central dans la zone grise. Et ce livre a été apporté par vous, donc monsieur Guimayara Thiambel. Vous rentrez du Mali, vous avez pu le rencontrer. Donc quelques mots à dire concernant ce livre? Non, j'ai pu le rencontrer, j'ai eu la chance d'ailleurs d'assister à la conférence de lancement dans une école privée à Bamako. Donc c'était une conférence qui réunissait quand même le summum du Mali dans ce domaine-là, pas que. J'ai vu quand même des hommes et des femmes mobilisés, la presse, les étudiants, curieux et surtout Ibrahim Bengali qui était son invité. Exactement, qui a fait la préface, qui est un des spécialistes. Ils sont quelques rares dans ce domaine, en tout cas au Mali. Et je crois qu'il faut lire le livre pour comprendre Mohamed, qui est un homme qui n'est plus à présenter d'Alibert Conseil aujourd'hui, qui accompagne le pays au plus haut niveau de la primature. Et il a fait ses armes ailleurs et vraiment c'est un homme engagé, motivé. Je crois que ce livre, il le racontait un peu. La couverture est une proposition de madame, et je laisse le reste du secret. Exactement, on va pas tout, peut-être qu'il aura l'occasion lui-même de venir présenter ce magnifique livre qui explique sa réflexion quand même. Exactement. La géopolitique, on en a plus que jamais besoin. On a plus que jamais besoin, et surtout par des gens qui la vivent concrètement. Donc effectivement, monde en recomposition, l'Afrique devient stratégique. Vraiment, il y a pas mal de messages qui sont véhiculés. Le Sahel au cœur des tensions, donc certes sur le continent africain, mais également mondial. Voilà, mesdames et messieurs, un aperçu du livre qu'il faut absolument vous procurer pour comprendre les problématiques, pour comprendre ce qui se passe au Sahel. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Deux sujets sont à l'ordre du jour et là, c'est destination le Burkina Faso où Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a effectué un discours face à la presse internationale. On regarde une vidéo et puis on revient. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Démocratie, on tue des enfants. Démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles. C'est ça la démocratie. Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils le sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, le président Ibrahim Traoré face au monde, souveraineté, tension et ambition. Un an après le lancement de la révolution progressiste populaire, le président Ibrahim Traoré a livré un discours offensif, structuré autour d'une ligne claire. Souveraineté totale, rupture avec certains modèles, mais ouverture assumée à tous ceux qui respectent le Burkina Faso.
Un discours qui mélange 3 dimensions, mesdames et messieurs. Un message interne. Nous améliorons concrètement la vie des Burkinabés. Un message international, nous ne sommes ennemis de personne, mais nous ne soumettrons à personne, mesdames et messieurs. Et enfin, un message idéologique, beaucoup plus profond, l'Afrique doit sortir du modèle démocratique imposé pour se reconstruire. Mais derrière ces affirmations fortes, plusieurs questions se posent. Le Burkina Faso a-t-il officiellement repris le contrôle total de son destin? La révolution est-elle la clé de la souveraineté ou un pari risqué? Et surtout, les résultats annoncés peuvent-ils durablement justifier la ligne politique choisie? Voilà, mesdames et messieurs, les différents points que nous allons aborder dans ce premier sujet. Alors, première question forcément très importante à poser. Donc, c'est un discours d'anniversaire. On fête les 1 an et il est face aux médias et aux médias internationaux. Donc, ça, c'est un angle et c'est surtout une volonté qui n'est pas neutre, mesdames et messieurs. Ça, c'est important de le dire ici sur le plateau. Quel était l'objectif, selon vous, d'être en face de la presse internationale? Je crois que l'objectif, si je ne m'abuse, c'est quand même pour lui d'entamer sa présidence, parce que depuis le sommet de Bamako, le 12e collège des chefs d'État, il a été investi comme président de l'AES. Ça, c'est sur le plan international. Maintenant, sur le plan national et local, il devait aussi faire le bilan de cette année de révolution progressiste et populaire. Je crois qu'il a touché à tous les sujets. C'est de s'affirmer et c'est d'implémenter ce narratif-là des États du Sahel avec la télévision de l'AES qui était là, rebaptisée Taoufik. Je crois que le décor était celui-ci. Faire le point de cette année de révolution progressive populaire dans tous les domaines, et engager le débat et la responsabilité des États de l'AES par rapport à sa présidence et cette singulière présidence qu'il a eu à prendre à Bamako en succédant au général Assimi Goïta. C'est vrai que c'est un homme assez éloquent qui parle beaucoup, mais cette fois-ci, je crois qu'il a choisi des angles de tir qui sont discutables plus ou moins, mais qui sont dans une sorte de continuité quand même de son bilan et de son esprit. Et il y a une solidarité dans ces États du Sahel aujourd'hui, ce que j'ai pu dire. Docteur Camara, je me retourne également vers vous. Effectivement, donc je l'ai dit, 1 an, ce discours d'anniversaire, et il décide de faire, donc de célébrer ces 1 an en face des médias internationaux. Donc, et on l'a dit, il y a forcément un objectif derrière, parce qu'encore une fois, on parlait beaucoup de la communication. Il était important de maîtriser sa communication, notamment à l'international, de gérer le narratif en prenant la parole face aux médias internationaux. Quel était pour vous, selon vous, l'objectif et le résultat de cette allocution? Alors, pour moi, c'est vrai que ce discours-là devant la presse internationale, régionale et aussi même extra-régionale, parce que j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui venaient d'ailleurs, il y avait un journaliste italien, une journaliste qui venait de Grande-Bretagne. Donc, c'est plutôt une démarche qui consiste à expliquer donc, à tous ceux qui restaient un petit peu sceptiques par rapport à son projet de transformer le Burkina et surtout de diffuser ce modèle, en tout cas si modèle se constituer demain, donc vers le reste de l'Afrique. Donc moi je trouve que ce discours-là, il peut avoir un impact très fort. Il s'adressait à qui ce discours-là? Alors, il s'est adressé à la jeunesse, je veux dire africaine. D'abord, et donc en particulier à la jeunesse burkinabé. Il s'est adressé de façon générale au peuple de la sous-région pour qu'ils comprennent. D'ailleurs, il a dit à plusieurs fois, et moi j'étais tout à fait en accord avec ça, en disant qu'il faudrait que les peuples arrivent à se mobiliser pour faire pression sur les dirigeants africains qui n'ont pas encore pris conscience de la situation dans laquelle on se trouve et de la nécessité qu'on assume une certaine rupture avec ce qui se fait jusqu'aujourd'hui. Donc je pense que ce discours-là, moi je trouve que c'est un discours qui est assez... Enfin, qui a un rôle pas simplement de sensibilisation, mais un rôle d'éducation. Voilà, il est revenu plusieurs fois là-dessus, on en discutera, sur le fait qu'il faut que les Africains se réveillent, il faut qu'on prenne conscience de notre condition d'homme au même titre que n'importe quelle personne. Et ça, c'est vraiment un discours très
très important pour Baba Deme, reprendre la maîtrise du narratif. Donc il a insisté dessus, il l'a dit. Aujourd'hui, il invite des médias internationaux à venir, à faire partie, donc en tout cas, des différents médias présents. Donc le message, certes, c'est d'abord aux Africains, c'est d'abord aux Burkinabés, mais également aux médias occidentaux, à l'Occident, qui peut se poser des questions, parce qu'il y a des questions assez précises qui ont été posées concernant les droits de l'homme, concernant les relations avec l'Occident. C'était quoi le message? C'était quoi l'objectif? Comme je pense au niveau du format aussi, c'est pas la première fois. Parce que si vous voyez bien, on se rappelle du format avec notre cher ami Jules Domché. Première partie, il s'adresse au Burkinabé. Deuxième partie, c'était la géopolitique, un peu plus régionale ou internationale. Y avait-il des médias internationaux, l'Italie, voilà, donc là, ça revient à ces deux parties, Burkina Faso et international. Et là, je ne sais pas si c'est cadré, parce que au vu des questions qui ont été posées, et je mets vraiment des guillemets, il y a des questions presque naïves, des questions... j'ai eu honte, je veux dire... Oui, notamment, oui, je vois de quoi vous parlez. Des questions... C'est pour vous dire que c'était... Mais il a répondu avec assez d'aisance. Et avec, donc pour lui, ce n'était pas des questions, je veux dire, des questions préparées. Parce que ce n'était pas question... Donc il a laissé libre à ces personnes, leur montrer qu'ils sont dans la liberté d'expression et qu'ils pouvaient lui poser n'importe quel type de questions. Et on a vu le niveau. Et je pense qu'à travers cela, ça lui a permis non seulement de démontrer que voilà, il y a un narratif burkinabé africain, mais surtout de leur montrer de voir d'une autre manière. Et si je me permets cette petite parenthèse, c'est que la journaliste en question, la journaliste anglaise de Sky News, les gens n'ont pas vraiment fait attention à cela, mais quand elle a dit c'est la vérité, et cette vérité qui vient de ChatGPT, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas pris le temps d'étudier, elle a regardé sur ChatGPT, Internet très rapidement, et elle a posé des questions en disant que c'est ça la vérité. Or, la réponse lui a... Je ne sais pas si c'est un problème de langage ou qu'elle ne maîtrisait pas correctement le français, mais effectivement, c'était quand même... Non, elle maîtrisait parce qu'elle a dit 60% du territoire était occupé et ça, c'était... elle n'a pas fait l'actualisation, mais ça, c'était avant. Pour le coup, elle a montré au monde entier le problème qu'il y a concernant le narratif, concernant les informations qui sont véhiculées. Monsieur Guimbayara, je me tourne vers vous. Donc, quand une journaliste, en principe préparée, une journaliste professionnelle, arrive sur un plateau télé face au président de la République d'un pays et dit « Oui, j'ai regardé sur Internet, 60% de votre territoire est occupé et c'est la vérité. » Voilà. C'est de la naïveté, et puis surtout, c'est un manque de professionnalisme. Je crois que ça met à nu ces armes. C'est aussi un certain discours qui a résonné et par un matraquage médiatique. C'est le narratif occidental qui s'est installé dans les têtes. Et ça, ce n'est pas valable seulement que c'est les Occidentaux, c'est aussi valable en Afrique de l'Ouest. Donc, raison de plus qu'il faut déconstruire ce narratif-là, sans pencher la balance totalement du côté des dirigeants ou des responsables dans une autodéfense, une autosatisfaction, mais en mettant le cul au juste milieu, au niveau où cela se doit, en tout cas, faire ressortir ces réalités-là sans offusquer que ce soit. C'est pas aussi faire l'opposé, défendre coûte que coûte, va et que va. Non, je crois que c'était une impréparation, c'est toute la faiblesse. Quand on charge des États, c'est que les Occidentaux, la presse internationale occidentale n'a pas compris. Tant que tu continueras à charger un État, comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, quand tu insistes, comme on le dit toujours, entre guillemets, quand tu insistes et tu appuies, tu ne fais que renforcer et coller. C'est vrai qu'on n'a pas, il faut comprendre, on a des divergences entre nous. Mais une fois que tu attaques l'essentiel, l'intégrité territoriale, le drapeau national, le pays, l'honneur, la dignité, les gens se retrouvent et se coalisent. Et ils ne tirent pas encore la leçon, ils insistent, ils chargent, et soit à tort, pour faire mal, ce n'est pas la façon d'arriver à ébranler ces régimes-là ou ces pays-là. Parce que c'est des populations qui écoutent, c'est au peuple qu'on fait mal. Et ça ne peut pas continuer. Je crois que c'est une erreur fondamentale de ces médias-là. Il faut tirer les leçons, se remettre au centre, se remettre tant soit peu en cause. Depuis 5 ans, c'est le même discours, c'est le même narratif. Ça n'a pas donné de résultats concrets. Ça, au contraire, ça a soudé les populations, ça les a élevées, ils se sont levés d'une seule voix pour répondre, pour
Et les dirigeants ne font que expérimenter. Ça renforce le soutien aux responsables politiques qui sont là. Je crois que c'est une erreur, il faut l'éviter. C'est valable dans les deux cas, tout comme ces journalistes africains également qui ne raisonnent, qui ne réfléchissent que par des prismes de l'Occident. Et ça également, c'est une erreur. Je me retourne vers vous, docteur Camara. Burkina Faso et Occident, on a beaucoup parlé de l'Occident, en tout cas, le président a beaucoup parlé de l'Occident. Finalement, quand on se dit, est-ce que c'est une rupture ou plutôt un repositionnement? Pourquoi je pose la question? Parce que, il a dit, monsieur le président a dit, l'Occident n'est pas l'ennemi du Burkina Faso, de l'Afrique, de l'AES. Il a insisté dessus. Il fait la distinction entre les peuples et les dirigeants, donc ça c'est totalement normal, ça a été réitéré à maintes reprises au niveau de l'AES. Clairement, il le dit, les investisseurs français sont les bienvenus au Burkina Faso. Vous avez des produits, vous avez donc des choses entre guillemets à partager avec nous, à nous vendre ou pour une collaboration. Vous êtes les bienvenus à partir du moment que c'est un partenariat win-win. Et puis après, c'est vrai qu'il a bien critiqué les ingérences, mais néanmoins, il a quand même rappelé que l'Occident n'est pas l'ennemi du Burkina Faso ni de l'AES. Rupture ou repositionnement finalement? Alors, moi, je voudrais dire que c'est vrai que il fut un temps, c'est vrai que quand on se proclamait révolutionnaire, etc., on était plutôt dans une posture de dire on n'a plus rien à voir avec les autres, rupture, et quelquefois même tentation de vivre en autarcie, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui vit donc avec son temps, et je pense qu'il est conscient de toute l'interdépendance qui existe aujourd'hui donc entre l'ensemble des pays du monde. Il sait qu'on doit aller vers la souveraineté, que cela passe d'abord par le fait de pouvoir compter sur nous-mêmes, de pouvoir d'abord être capable de nous autosuffire dans la mesure du possible, mais que cela ne nous dispense pas de pouvoir coopérer et d'avoir l'apport des autres par le biais d'une coopération, mais d'égal à égal. Donc moi je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est quand même assez lucide, qui dit que nous, c'est qui nous pose problème, donc on n'a pas un problème, donc on n'est pas raciste. On n'a rien contre les Européens parce qu'ils sont blancs, etc. D'ailleurs, il a dit, quand on lui a posé la question par rapport à l'impérialisme, il a dit, mais l'impérialisme, ce n'est pas un pays, c'est tout individu qui a la volonté de dominer l'autre. Et qu'on peut être africain, être impérialiste, on peut être... Donc, ça prouve bien qu'il n'est pas dans un schéma de type, voilà, les Africains, nous, on est les gentils, les autres, on est les méchants. Parce que d'ailleurs, il le dit, il dit que il bénéficie donc du soutien d'un certain nombre de personnes qui vivent en Europe, qui vivent ailleurs dans le monde, et justement il sait que son projet, qui est un projet d'émancipation de l'Afrique, un projet on va dire pour les Africains, un projet d'expression de la dignité pour l'Africain, que ce projet il peut tout à fait se concrétiser, mais sans que l'Afrique ne soit dans une position d'ennemi vis-à-vis des autres. D'ailleurs, il fait la distinction entre les peuples et les dirigeants. Et que le problème il a plus avec des dirigeants, d'un certain nombre de dirigeants européens, américains, même africains, qui ne veulent pas que les peuples africains puissent jouir de leurs richesses, puissent avoir accès donc à un niveau de vie décent. Et toutes les personnes qui ne seraient pas opposées à cela, mais il peut tout à fait bien travailler avec eux. Il le dit, les investisseurs français, ils viennent, on fait un contrat, vous respectez le contrat, il n'y a pas de problème. Exactement, c'est très important ce que vous dites. Baba, je me retourne vers vous. C'est quand même étonnant de devoir encore une fois répéter les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on reprend les discours donc, des dirigeants de l'AES, notamment du Mali et d'autres pays, c'est une des premières choses qu'ils ont dit, à savoir on n'a pas d'ennemis. Nos seuls ennemis sont les gens, les autorités, les pays qui ne respectent pas notre souveraineté. Et encore une fois, on a l'impression qu'on doit matraquer, qu'ils doivent continuer à redire toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que vous pensez notamment du positionnement du Burkina Faso quand il dit non, on n'a pas d'ennemi, l'Occident n'est pas notre ennemi, on insiste dessus? Mais je rejoins complètement ce que vous étiez en train de dire, et ça me fait penser à ce proverbe qui dit il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et effectivement, depuis le début, que ce soit n'importe quel dirigeant de l'AES ou des personnes de l'AES, ils ont toujours dit nous sommes prêts à coopérer, mais à condition de respecter notre souveraineté. Ça a toujours été martelé, toujours dit. Mais c'est là où on voit aussi la puissance, entre guillemets, de la communication ou du narratif
de l'Occident. Et quand je dis l'Occident ou le narratif Occident, je prends aussi en compte des amis ou des alliés ou même ceux de la CEDEAO. La première chose qui s'est passée lorsqu'on a parlé de l'AES et que l'AES a voulu se détacher de la CEDEAO, on parlait de l'isolationnisme de ces États. Ça a toujours été martelé. Ils sont isolés. Et pire, c'est que ce sont les Africains eux-mêmes qui disaient on ne peut pas construire un développement à partir du moment où vous vous isolez de vous-même. Or, ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas pire et je pense qu'il y a une diabolisation. Et je donne juste un exemple. Après l'interview qui a duré quand même 2h14 de Ibrahim Traoré, la seule chose qui a été retenue ou qui a été envoyée mainstream, c'est que Ibrahim Traoré, la démocratie, il a mis aux oubliettes, voilà, la démocratie. Que l'Occident le reprenne, c'est fait à dessein. Et c'est fait à dessein, on sait que c'est pour déstabiliser. Mais que les propres Africains reprennent ça, et de manière assez malhonnête, je vais le dire, parce qu'ils ont tous repris la démocratie. Non, Ibrahim Traoré envoie à la poubelle la démocratie. Or, il suffisait juste d'avoir l'autre mot qui était tel que. La démocratie telle que, qui nous est imposée d'ailleurs, ce que Aïssatou a dit en préambule, la démocratie importée ou imposée. Ils ont fait exprès de laisser ça pour dire qu'il n'y a pas de démocratie et cela. Et juste rajouter, ça me fait penser à Bali Bagayoko, lorsque les médias ont dit, alors qu'il a bien dit roi, les médias ont dit noir, c'est à peu près la même chose, et donc ça fait partie de la déstabilisation, mais la pire déstabilisation ou les pires ennemis, finalement ce n'est même pas l'Occident, mais ce sont les propres Africains eux-mêmes qui s'empressent à reprendre ce type de narratif. Exactement, je vais comme vous laisser réagir sur ces différents points, à savoir on parle de rupture ou plutôt de repositionnement, encore une fois on réitère, dire qu'on n'a pas d'ennemis, l'AES n'a pas d'ennemis, elle souhaite collaborer avec tous ceux qui les considèrent normalement et comme des hommes à part entière, et il a insisté dessus, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, tout à fait, je donne parfaitement raison à Babadem par rapport à l'explication, à l'implémentation, surtout à la prise de position. C'est contre ce narratif-là qu'il le déclare. Malheureusement, le capitaine Traoré est dans une dynamique quand même, c'est parce que c'est un homme qui est très éloquent, qui pose, qui sait ce qu'il dit. C'est l'homme de l'hiver noir, c'est l'homme de l'albinos. Il parle souvent en parabole. Et quand on n'est pas compris dans un discours direct, quand tu évoques certains sujets par parabole, difficilement on peut sentir le message, mais le message est compris par les intéressés, par les Occidentaux. Qu'est-ce qui bloque alors? C'est-à-dire en réalité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de déconstruire le travail qu'il est en train de faire, parce que ça prend, c'est pas que lui seul, dans les états de l'AES, ce narratif, ce comportement, ce discours qui est tenu, l'Occident contre-communique en cassant, en détruisant. Et ça ne suffit pas de charger les pays, de les agresser verbalement. Maintenant, il faut prendre des mots, il faut chercher des niches dans leur discours pour saper ce discours-là et le rendre contre-productif. Parce qu'il n'a pas parlé que de démocratie, il n'a pas parlé il a aussi parlé des droits de l'homme. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués. Il a évoqué une politique nationale, il a évoqué des primes, des récompenses au sein de l'armée. Et ça, ils n'ont pas insisté là-dessus parce que tout ce qui peut encourager, tout ce qui peut motiver, tout ce qui peut soutenir n'est pas repris. Mais il l'a dit, quoi qu'il en soit, dans son discours, à savoir toutes les avancées qu'a pu mettre en place l'État burkinabé, les avancées aussi bien sociales, économiques, industrielles, etc. Il insiste en disant mais pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on parle que des soi-disant mauvaises choses s'il y a mauvaises choses, mais pas des réussites, des avancées, des changements de situation, des changements de vie pour... Mais c'est à dessein, on le fait à dessein, c'est fait exprès, c'est pour casser, c'est pour déconstruire, c'est pour saboter cette ligne-là. De toutes les façons, il faut tout faire pour que cette logique ne réussisse pas, parce que ça ouvre une brèche dans laquelle tous les autres pays vont s'engouffrer. Et imaginez-vous des enquêtes sur la présence de l'armée française, c'est parti des renvois de l'armée française du Mali, du Niger et du Burkina. Et la France était obligée de repositionner. Économiquement, demain, si on devait créer un autre front, je ne dis pas que c'est fait, je dis si on devait créer un
enfreindre l'AES, ça ouvre une autre brèche encore dans laquelle les autres pays vont s'engouffrer. Et même les pays qui se sont de la tutelle, qui se sont éloignés de la tutelle française, ont pris à courage leurs autorités, leurs opinions pour pouvoir reconsidérer ce discours-là. En tout cas, c'est fait à dessein. Je crois que les pays en sont conscients, les populations sont conscientes de cela. Et c'est une lutte de longue haleine et qu'il faut tenir pour continuer, pour pouvoir avoir des résultats. Monsieur Guimbayara, c'est une lutte de longue haleine parce qu'encore une fois, et je réitère mes propos, quand vous avez donc la chaîne nationale de l'Italie, ensuite Sky News, donc deux grands médias qui arrivent sur un plateau et disent vous êtes contre l'Occident encore aujourd'hui, c'est que effectivement il y a encore du travail, il y a encore des perceptions, il y a encore une façon de voir finalement les relations entre les pays de l'AES, les pays africains et l'Occident. Donc on va parler maintenant, il a beaucoup parlé des 10 voisins en disant que finalement l'ennemi numéro 1 n'est pas forcément l'Occident, mais plutôt les gens qui entourent donc, son pays. Et on a parlé de, est-ce qu'il y aurait une possibilité de désescalade entre ces pays frères, parce qu'il a insisté dessus, ce sont des pays frères. Vous en pensez quoi? Il a dit clairement que désescalade impossible si le mindset ne changeait pas. Oui, c'est vrai que bon, les voisins, c'est vrai que bon, il a par exemple bien parlé, il avait dit que leur relation avec le Togo est plus que, voilà, est une relation plus que forte et que ça a toujours été un pays frère avec lequel ils ont fait beaucoup de choses et voilà, et que paradoxalement, avec un autre voisin, un autre pays voisin frère, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, bon, il a dit qu'il y avait quand même encore, voilà, les tensions étaient quand même à un niveau extrême. C'est intéressant parce qu'il a expliqué comment tout a commencé. Exactement. Beaucoup n'avaient pas l'information à savoir comment tout a commencé. Exactement, que subitement, il a dit que lui, il était assis un matin et puis subitement, il a eu l'information selon laquelle les Ivoiriens ont décidé, par exemple, de retirer tous leurs élèves des écoles burkinabées, les officiers, les sous-officiers. Bon, lui, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas eu d'explication. Donc voilà. Et que finalement, le président de la Côte d'Ivoire l'aurait même menacé d'envoyer un bataillon, que lui, il attendait, que dans tous les cas, ils sont prêts à se battre si cela s'impose. Mais je pense que quelqu'un comme lui, par rapport à la vision qu'il a de l'Afrique, qu'il a de l'unité africaine, c'est vraiment malgré lui qu'il vient à tenir ce type de discours. Bon, en même temps, comme on dit, si on te pousse, au bout du... si tu arrives au niveau du... Vous êtes triste d'entendre que mais oui, on est prêt, si on doit qu'on le contraint, que lui, on puisse le contraindre, donc à se dire, je suis prêt à me battre contre un pays frère, parce que ce pays frère est dirigé par... un dirigeant qui, justement, n'est pas dans la même dynamique, qui ne se met pas au-dessus de certains intérêts privés pour dire que ce qui compte, c'est les peuples. Parce que quand on voit bien dans notre sous-région comment les populations sont entremêlées entre elles, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Maliens, tout le monde est un petit peu pareil. Donc si demain deux pays frères venaient, quelle que soit la raison, à se faire la guerre, c'est quand même quelque chose qui serait triste pour tout le monde. Bon, j'espère que les dirigeants, notamment de la Côte d'Ivoire, vont aussi trouver une raison de revoir un petit peu sa façon de voir ses relations avec les pays de l'AES et en particulier avec le Burkina Faso, et que finalement tout ça, évidemment, et en espérant que les peuples, notamment le peuple ivoirien, en tout cas la jeunesse ivoirienne pour partie, va pouvoir faire pression pour que les dirigeants ivoiriens et d'autres pays soient dans une autre logique qui est une logique de fraternité plutôt qu'une logique de confrontation. Parce que nous n'avons aucun intérêt à nous entretuer, à nous faire la guerre pour le compte d'intérêts étrangers. C'est quand même quelque chose de... Voilà. Le président Ibrahim Traoré, malgré ses propos, etc., reste ouvert. Déjà, il indique bien que si on doit, c'est-à-dire qu'ils ne commenceront jamais une telle guerre envers un pays frère, ça c'est important le positionnement, c'est-à-dire à savoir si on nous attaque, eh bien on ripostera. Ça c'est une première chose. Et donc je pense qu'il a bien conscience des relations fraternelles qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et que ça n'ira, en tout cas on l'espère, jamais jusqu'à une guerre. Et ça, on peut être ici tous présents et jurer que ça ne se passera pas en tout cas. Et Baba, je me retourne vers vous. C'est vrai que quand on entend cela, on a l'impression que finalement l'accalmie tant attendue, les relations apaisées entre des pays voisins, finalement on se dit c'est pas pour demain. Et c'est quand même assez grave avec l'avancée des choses, avec finalement les avancées des uns et des autres. Même la CEDEAO qui essaye de travailler, entre guillemets, de recoller un petit peu les morceaux avec l'AES, on se dit, voilà, quand on entend ça, on se dit, finalement, on est loin du compte.
Oui, en fait, le problème dans tout cela, c'est que, quel qu'il en soit, on va donner l'exemple, si c'est Nigeria ou Côte d'Ivoire, c'est que l'ennemi qu'on voit, s'ils vont en confrontation, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on voit, mais c'est la France derrière. Et c'est ça qui pose, c'est-à-dire que si vous êtes obligé d'aller jusqu'à prendre les armes et entrer en guerre, c'est que vous allez voir en fait le côté impérialisme et que vous êtes en mission de lutte contre l'impérialisme. C'est le fait de voir la France derrière qui peut... Mais je pense qu'on peut avoir des divergences entre différents pays sur la conduite économique, la conduite politique, la conduite voire même de la défense. Mais je pense qu'à un moment donné, et il l'a dit, parce que pour moi c'est vraiment il faudrait que les Africains réécoutent son message, c'est qu'à un moment donné, si aujourd'hui Lumumba, si aujourd'hui Sankara fait toujours écho, si aujourd'hui les guerres qu'il y a de l'Iran, il y a eu le Covid, plus la guerre de l'Ukraine, doit montrer qu'on doit être, il ne faut même pas être un génie pour comprendre qu'il faut être un bloc. Et si ces 3 pays de l'AES, et on est en train de parler des autres qui peuvent réunir l'AES, il faudrait qu'on aille là-dessus, et c'est ce que le président est en train de dire. La souveraineté, comme il l'a dit, la souveraineté, ce n'est pas une question de nous prenons notre indépendance, notre vraie indépendance, et nous sommes contre les autres. Ils disent, la souveraineté, c'est s'aimer d'abord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Mais travaillons ensemble. Et quand on écoute tout ce qu'il est en train de dire, surtout par rapport à la Russie, quand on lui a posé la question, la Russie, c'est lui qui vous aide, c'est votre nouveau... Il a dit clairement, nous achetons des armes à la Russie, et ça ne s'arrête que là. Parce qu'eux, ils veulent nous vendre des armes, mais nous sommes les seuls à pouvoir défendre notre pays. Et j'ai même refusé, il a dit même, j'ai refusé d'autres armées qui voulaient nous soutenir, parce que c'est nous qui devons nous battre pour nous-mêmes et avec nous-mêmes. C'est pour ça que son discours, et je ne pense pas que ça va aller... je pense même que son discours permet d'avoir une certaine désescalade, et je pense même que quand on l'écoute, ça va même permettre aux autres Africains, que ce soit peut-être même les États africains, de se dire finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce qu'on ne doit pas travailler ensemble? Ne serait-ce que pour une chose, lutter contre ce terrorisme, le terrorisme, et d'être un bloc. Effectivement, Baba, vous l'avez dit à plusieurs reprises, et monsieur, donc le président a insisté sur quelque chose, à savoir si le Burkina Faso réussit, si le Burkina Faso s'en sort économiquement, industriellement, etc., elle ne peut pas s'en sortir seule. Il faut que les pays aussi aux alentours puissent aussi s'en sortir, parce que finalement, la réussite n'est pas individuelle, elle est collective. Et ça, il a vraiment insisté, on doit réussir ensemble. Donc c'était un très très beau message. Il a parlé effectivement de ses alliés, après avoir parlé de pays un peu plus compliqués, mais il a parlé aussi de ses alliés, de la Russie, en disant oui, la Russie nous vend des armes, nous forme sur les armes qu'ils nous vendent tout simplement, mais ne font pas de formation de nos militaires, ne se battent pas pour nous. C'est une question très importante, parce que souvent ça revient, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des pays de l'AES, on leur dit toujours oui, vous avez quitté la France pour aller sous la Russie. Donc il a été très 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 explicite concernant ces explications, et puis après il a aussi parlé du Togo, qui n'est pas un partenaire, mais c'est un frère. Il a insisté dessus, ce n'est pas un partenaire exceptionnel, c'est un frère. Oui, c'est un faux procès qu'on fait au pays de l'AES. C'est prétendu éloignement de la France au profit de la Russie, remplacer un colonisateur par un autre. La Russie, tant entendu, n'a jamais colonisé un pays, et ça répond tout simplement à un besoin, à une demande expresse de ces États-là, parce que depuis 2012, le Mali voulait s'armer, voulait acquérir des armes, mais ça a été saboté, ils n'ont jamais pu le faire. Donc si la Russie le permet aujourd'hui, permet à ce que le Burkina puisse avoir des armes, puisque le Mali puisse avoir des armes, le Niger puisse avoir des armes, parce qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme avec les mains vides, alors qu'ils sont armés, entretenus, financés, ils ont même des pays de repli, donc stratégiquement ils sont même aidés sur le plan. Ils ont des drones aujourd'hui qu'ils n'en avaient pas par le passé. C'est vrai que c'est une guerre asymétrique, c'est des armées nationales, mais c'est de bonnes guerres.
il faut restituer les choses dans leur contexte. Ces pays de l'AES vont là où les États qui les comprennent, qui les entendent, qui les écoutent, qui veulent coopérer avec eux. Et donc il n'y a pas que la Russie d'ailleurs, il y a la Turquie, il y a d'autres pays qui coopèrent avec eux, qui les permettent de s'équiper en armement et de lutter, de protéger leur population. C'est la vocation première d'un État, c'est l'intégrité territoriale, c'est la protection des biens, la libre circulation des populations. C'est vrai, le Burkina est condamné à réussir, le Burkina doit réussir, l'AES doit réussir, parce que c'est un exemple qui ouvre une brèche. Et le capitaine Ibrahim Traoré parle avec beaucoup de rhétorique, avec beaucoup de paraboles, avec beaucoup d'insistance, avec beaucoup de volonté, de volontarisme. Il prend même des risques dans son discours, mais je crois qu'il a raison. Il a raison parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, c'est vrai. Et Baba l'a rappelé fortement toute l'heure. Si Sankara reste encore dans les esprits, et d'autres qui ont marqué leur temps, s'ils restent, c'est par rapport à leurs convictions, à leurs choix, à leur combat. Et l'Afrique d'aujourd'hui, c'est les opinions publiques, c'est cette jeunesse-là qui dicte la voie à suivre, qui dicte le chemin à suivre. C'était qu'ils souffrent, qui font preuve de résilience. Ce sont ces populations-là. S'ils n'étaient pas favorables à cela, aucun régime ne peut tenir. Tu ne peux pas diriger des populations contre leur volonté. Ce n'est pas possible ici, ce n'est pas possible là-bas. La démocratie se tue, ce n'est pas cette démocratie dont on veut hériter. Personne ne le souhaite. Et les droits de l'homme qui empêchent au pays de se développer, qui se couvrent de procès d'intention, ce n'est pas les vrais droits de l'homme. Il l'a dit, les droits de l'homme sont partis sur nos terres de Kouroukanfouka. On a aussi notre approche. Celui qui est découvert par les peuples dogons, ils n'ont pas attendu 1864 pour le faire. Ils l'ont fait par rapport à une expérience, par rapport à des expertises. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça sur le continent du lac Tchad, au Tanganyika et d'ailleurs. Donc l'Afrique regorge de talent, regorge de compétences, regorge. Maintenant, ce qui nous manque, c'est cette unité d'action et politique pour réussir à relever les défis ensemble. Et Dieu seul sait qu'il y a des défis que nous devons relever. Important. Docteur Camara, je me retourne vers vous. On a parlé de la démocratie. On sait que c'est une des thématiques qui a été énormément reprise par les médias internationaux, à savoir, ils disaient en quoi l'Afrique n'a pas besoin de la démocratie, en tout cas de ce type de démocratie. Quelle est la lecture que vous faites quand il parle de la démocratie concrètement? Alors, quand il parle de la démocratie, c'est vrai qu'il par la suite, il développe l'idée que pour lui, la démocratie, ce n'est pas des droits formels théoriques. En gros, que la démocratie, c'est le droit d'avoir un travail, c'est le droit d'être soigné, c'est le droit à l'éducation. Pour lui, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie. Et que donc, il pense qu'au lieu de se cantonner, comme on le voit dans beaucoup de nos pays, à organiser des élections formelles et qui sont d'ailleurs en général truquées, où il y a pas des alternances, quand c'est des alternances, c'est pas des vraies alternances, ou quand c'est des alternances, c'est par personne interposée, c'est des gens qui, même lorsqu'ils arrivent au pouvoir, parce qu'ils ont eu l'assentiment du peuple par les élections, et donc ils ne sont pas là pour justement rendre compte à ce peuple, et que pour lui, c'est pas ça la démocratie. D'ailleurs, il a dit que la démocratie, ça devrait être un aboutissement, et non le début d'un processus. C'est vrai qu'il y a eu ce malentendu, c'est vrai que moi, je me rappelle bien, quand il y a eu le mouvement de démocratisation dans les pays africains au début des années 90, beaucoup d'espoirs ont été fondés parce qu'on avait vécu sous le joug des partis politiques, avec des régimes qui, au nom justement de l'unité nationale, et, on va dire, empêchaient toute liberté d'expression, toute liberté politique, toute liberté individuelle. Or, aujourd'hui, on le voit bien, et ça, c'est un petit peu le paradoxe. C'est que si on veut avoir une certaine lecture, on voit bien que dans les pays de l'AES, bien qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'élection pour les raisons qu'on connaît, qu'il y ait des gouvernements de transition qui soient en place et qui aient une certaine durée dans le temps, on voit bien que la liberté de la presse, elle continue d'exister. Les libertés individuelles et collectives ne sont pas remises en cause, même si, évidemment, comme il le rappelle, dans un contexte de guerre ou dans un contexte d'instabilité, on ne peut pas non plus laisser les gens dire tout et n'importe quoi, parce qu'y compris, ça peut, par exemple, démoraliser l'armée. Donc ça, de liberté encadrée. Encadrée. Donc, livres, et ça, attention, il y a des limites. Bien sûr, on le comprend bien. Alors, moi, c'est qu'il faudrait peut-être distinguer. D'ailleurs, lui-même, il le dit, il dit la gouvernance. Donc, on a un problème de gouvernance. Or, la gouvernance, ça peut être aussi mettre en place des mécanismes de contrôle. Parce que pourquoi les gens, ils ont cru tant à la démocratie telle qu'elle nous était présentée, telle qu'elle nous a été vendue, nous les Africains, parce que cette démocratie, avec un vrai contenu, avec une vraie substance, était censée être un système politique dans lequel on a le droit
à la discussion, à la délibération, et à la mise en place des mécanismes de contrôle et donc à l'esprit critique qui doit être pris en compte pour pouvoir améliorer les choses. Or, on s'est rendu compte que ceux qui ont justement cette démocratie telle elle a été implantée dans nos pays, malheureusement, n'a pas été pratiquée comme telle. La démocratie est devenue simplement un mode formel pour pouvoir arriver au pouvoir ou bien pour pouvoir conserver le pouvoir, et que finalement le peuple n'a pas eu trop son mot à dire, puisqu'il n'y a pas de renouvellement d'élite, ce sont les mêmes personnes qui sont là. Il dit plusieurs choses. Il dit comme quoi le modèle, enfin la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique aujourd'hui, et il dit en même temps que est-ce qu'il existe vraiment des démocraties dans ce monde-là? Parce qu'il fait un parallèle avec ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui. Il dit est-ce que c'est ça la démocratie? Oui, alors justement, tel que les Africains comprennent la démocratie, je pense qu'il avait raison un petit peu d'insister là-dessus en disant il ne faut pas croire que la démocratie c'est une forme de liberté, c'est pas le libertarisme comme on dit, c'est pas être libertarien, dire j'ai le droit de faire tout et n'importe quoi. Il dit la liberté de chacun s'arrête là où se commence celle des autres. Donc en disant même dans ces pays qui sont soi-disant démocratiques, voyez-vous comment parfois, on réprime les populations lorsqu'elles ne sont pas contentes, lorsqu'elles expriment, elles demandent ce qui leur revient de droit. Il a même parlé, par exemple, dans l'exemple de la France, il a parlé des agriculteurs, il a parlé des gilets jaunes, etc. Pour que les Africains... En fait, je pense que c'est plutôt... Ce discours-là, il est fait, comme a dit tout à l'heure M. Guimbayera, dans un esprit de déconstruction. Parce que les Africains qui sont loin considèrent que... quand on veut qu'il y ait un certain ordre, ça veut dire qu'on prive les gens de liberté. Il leur dit non, même dans ces prétendus pays dans lesquels il y a la démocratie, voyez-vous que les gens n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Surtout, il disait, et je vous passe la parole à Baba, il disait que chaque pays est passé par une révolution avant d'atteindre entre guillemets la démocratie. Il disait que l'Afrique est actuellement au stade de la révolution. Il faut une révolution à tous les niveaux, industriels, intellectuels, etc., etc. Vous êtes d'accord avec ça, Babadem, que nous sommes au moment de la révolution? Avant de parler de démocratie, il faut la révolution. Oui, il faut tout bousculer, il faut tout remettre à plat et reconstruire. Oui, il y a le mot, ils sont en révolution comme on le dit, mais quand il dit révolution, je pense que c'est se battre contre le système en fait, et un système imposé. Et quand tu parles aussi de démocratie, quand on voit démocratie, il dit un mot très juste qui est un levier utilisé par l'Occident. Et je me souviendrai toujours, on peut parler de la Bolle à l'époque, où on disait mettez votre démocratie et on va vous aider. Donc restez dans l'assistanat. Deuxièmement, je me souviendrai toujours en 2012 ou 2013, au moment où il y a eu, où François Hollande, non 2014 plutôt, quand François Hollande est venu, ils ont dit on ne peut rien faire tant que vous ne faites pas des élections immédiatement. Et c'était des élections au moment où le nord du Mali, le Mali du Nord ou Nord Mali à l'époque comme on le disait, avait des problèmes où on ne pouvait pas faire des élections, mais François Hollande disait peu importe, il faut qu'il y ait des élections. Et c'est comme ça pour la plupart des pays. Les pays, pour pouvoir agir... agir. Ils demandent à ce qu'il y ait des élections. Le problème, c'est comme si vous êtes un malade devant un hôpital, et on vous dit, donnez l'argent, avez-vous l'argent ou les papiers, sinon on ne vous soigne pas. C'est assez contradictoire. Donc c'est assez contradictoire. Et autre chose aussi, la démocratie importée. Je dis bien la démocratie importée parce que, comme il le disait, nous avons été les premiers à voir cette démocratie. On a un autre système, mais cette démocratie importée, je pense qu'il faudrait revoir pour la plupart des pays africains francophones. On utilise la constitution française presque copie-collée. On utilise au niveau de la justice aussi, bon, on va dire la constitution et les lois sont copie-collées. Et il a dit une chose très juste, c'est-à-dire que si on doit l'adapter nous-mêmes à nous, et je vais prendre le cas du Burkina, il a parlé des chefs coutumiers. Le poids des chefs coutumiers dans la cohésion nationale. Si vous prenez la démocratie telle qu'elle, leur constitution, ils sont écartés. Et donc je pense que la plupart des pays, il faut revoir cela. Les constitutions faites à la française copie-collée, qu'on revoit par rapport à nos propres traditions. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il met révolution. Moi je pensais aussi que lorsqu'on parlait de transition sur certaines choses, quand il le faisait exact sur certains pays, je ne vais pas les citer, je pensais que quand il disait la transition, nous faisons une transition de temps, nous allons nettoyer tout cela, et finalement, on leur impose de faire des élections à la va-vite et qu'on voit qu'ils n'ont rien nettoyé derrière. Donc c'est pour ça qu'il faudrait revoir la démocratie imposée. Ils sont en révolution.
on remet les choses en ordre. Et au-delà de ça, quand il dit la démocratie tue, cette démocratie a toujours divisé les peuples entre nous, et etc. Donc il faudra... Pour finir, M. Thiambel Guimbayara, donc finalement, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas contre la démocratie? Il considère que l'Afrique, à l'heure actuelle, n'est pas prête pour ce type de démocratie, qu'il y a une révolution à mener et que finalement, il va falloir adapter la démocratie à l'Afrique, aux réalités africaines. Est-ce que c'est plutôt pas ça le message? Non, complètement. Je crois que si on comprend, on lit entre les lignes de ce discours qu'il tient, il n'est pas antidémocratique, il n'est pas contre la démocratie telle qu'un système de gouvernance. Il est contre une démocratie imposée, importée, une démocratie qui tue, qui ne tient pas compte des réalités, qui ne rime pas avec les réalités du terrain, qui ne reconnaît pas les chefs traditionnels, qui ne reconnaît pas nos valeurs traditionnelles, ancestrales, qui est complètement singé l'Occident, changé la constitution, Babadem le rappelait, de la 5e République qu'on reprenait. Non, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas contre la démocratie. Le capitaine Ibrahim Traoré réfléchit dans le même schéma, dans la même logique que le général Assimi Goïta, que le général Abdourahmane Tchani. C'est trois États qui ont décidé de lier leur destin par rapport au développement, par rapport à la diplomatie, par rapport à la défense. C'est trois États qui essayent de se défendre, de s'entraider, de poser des jalons d'un développement endogène est beaucoup revenu dans ses propos. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, il prend le lead aujourd'hui pour prendre le discours, pour être le porte-parole de cette opinion-là, de cette logique-là, qui est populaire, qui est soutenue en Afrique, à l'extérieur et partout. Je crois que les Africains doivent l'entendre, l'Occident aussi doit l'entendre et revoir son schéma et sa collaboration avec ces pays de l'AES pour les permettre de se développer. Exactement, il a beaucoup parlé du droit à la vie, des améliorations tangibles pour les populations burkinabées. Merci, nous sommes au terme de cette première partie, mesdames et messieurs. On poursuit au Bénin. Une nouvelle page politique s'ouvre après l'élection présidentielle, mais cette transition intervient dans un contexte régional profondément bouleversé. Alors depuis 2 ans, l'Afrique de l'Ouest a changé de visage, on le sait tous. À la frontière du nord du pays, le Niger, dirigé par le général Abdourahmane Tchani, s'est engagé avec le Mali et le Burkina Faso dans une nouvelle dynamique politique au sein de l'Alliance des États du Sahel. Une dynamique fondée sur une logique de souveraineté, affirmée, de rupture avec certains cadres régionaux et qui redessine aujourd'hui les équilibres dans toute la sous-région. Dans ce contexte, les relations entre le Bénin et le Niger se sont fortement dégradées. Fermeture des frontières, tensions diplomatiques, accusations réciproques. Mais dans le même temps, la réalité du terrain s'impose. La menace sécuritaire progresse dans la zone des 3 frontières, le nord du Bénin est sous pression et les échanges économiques restent essentiels pour les populations, mesdames et messieurs. Autrement dit, malgré les tensions politiques, les interdépendances demeurent. Une question s'impose. Désormais, au nouveau président béninois, aurait-il réellement la liberté de définir sa position vis-à-vis de l'AES ou sera-t-il contraint par la géographie, la sécurité et l'économie de coopérer avec elle? Voilà, le débat est posé. Je me retourne vers vous, monsieur Thiambel Guimbayara. Où en sont les relations entre le Bénin et le Niger et pourquoi en sont-elles là? On veut comprendre. C'est des relations assez conflictuelles. Le Niger... Des fois, il y a une accalmie, des fois ça va mieux, des fois ça va moins. C'est vrai qu'on se rappelle encore de cet épisode où le président Talon avait fait un geste envers le Niger en reprenant l'évacuation des matières parce que c'est le principal port d'approvisionnement du Niger. Le Niger est un pays continental qui n'a pas accès à la mer, qui est un pays dont les marchandises transitent pour la plupart par le port du Bénin. Il y a eu après une rupture, subite rupture, parce que tout simplement certains rebelles ont attaqué les lodis qui passaient par là et donc le Niger a dû revoir ses conditions et il y a une fermeture, il y a eu même un braquage contre. Il faut rappeler que le président nigérien Abdourahmane Tchani est issu d'une population dont l'ex-croissance se trouve au Bénin. Ce n'est pas pour rien qu'il est informé, parce qu'une partie de ces populations, de son peuple, vit au Bénin. Et c'est les mêmes réalités géographiques, donc c'est l'homme le plus informé sur la situation du Bénin. Et il ne faut pas se voiler la face. Le Bénin est sorti de ce coup d'État manqué, qui a braqué davantage le pouvoir béninois. Bref,
la situation est compliquée. Je crois que deux pays voisins qui doivent cohabiter, vivre en paix et s'accepter mutuellement, mais on assiste au contraire de cela. Je crois que l'élection est une occasion quand même pour tirer les leçons, aplanir et réconcilier ces deux populations-là, qui sont des peuples frères, mais aussi ces deux régimes, parce qu'il n'y a pas de développement sans cohabitation saine entre ces pays-là, entre ces populations, surtout pour un pays continental. Sûr, mais pas que. Mais pas que. Je vous pose la question, qu'est-ce qui bloque entre ces deux pays? Pourquoi n'arrive-t-il pas finalement à s'entendre? Même s'il y a parfois des accalmies, même puis parfois il y a des reprises d'eux, mais malheureusement à chaque fois ça bloque. Qu'est-ce qui se passe? On se souvient qu'au moment de l'arrivée au pouvoir du général Tchani, tout de suite la frontière a été fermée entre le Bénin et le Niger. Au-delà de ça, on se rappelle aussi que lorsque la CEDEAO avait menacé le Niger, il y avait trois figures qui se sont hissées, qui se sont montrées, et étant beaucoup plus virulents avec le Niger. Donc il y avait effectivement le président Talon, mais la Côte d'Ivoire Ouattara, et le Nigérian, qui était d'ailleurs le président de la CEDEAO, Tinubu. Donc c'est pour ça que tout de suite après, et au-delà de ça aussi, le Niger et même l'AES avaient fustigé, en tout cas oralement, avaient clairement dit que le Bénin était un territoire où se trouvait l'armée française, ou en tout cas des parties de l'armée française qui allaient déstabiliser l'AES, dont le Niger. Et il faut voir aussi la position du Bénin, c'est qu'il a la frontière avec les deux États de Niger et Nigeria. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc c'est pour ça que les tensions, c'est très 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 tendu. Et au-delà de ça, il y a eu aussi des actes. Le coup d'État manqué, tout de suite, on a fait un focus en disant que ça a été préparé par notamment le général Tchani. Le nord du Bénin qui a été aussi, à un moment, il y a eu des attaques, et on voit que les attaques du nord du Bénin, le fait qu'il n'y ait pas de coopération ou de renseignement entre le Bénin et les États de l'AES, dont le Niger, n'a pas permis d'éviter ce type d'attaque. Donc effectivement, il y a plein de choses. C'est compliqué, la situation est compliquée et les conséquences sont importantes. Vous êtes économiste, docteur Camara, donc oui, il y a des conséquences pour les populations, il y a des conséquences pour l'économie générale même du pays, on peut les citer rapidement. Oui, comme on le disait, c'est-à-dire que le Burkina et le Niger sont deux pays voisins, frères. Donc, le Bénin et le Bénin et le Niger, évidemment. Donc, il y a eu des projets qui avaient été initiés il y a quelque temps, notamment ce projet d'oléoduc, donc qui devait permettre d'évacuer, par exemple, une partie des ressources du Niger. Bon, tout ça est un peu remis en cause avec les tensions qui ont été créées par justement les autorités du Bénin, qui ont été accusées à plusieurs fois en tout cas de vouloir prendre part à la déstabilisation du Niger. C'est-à-dire c'est le reproche que le Niger a fait beaucoup donc au président Talon. Et comme on dit, on espère que l'élection, c'est aussi une occasion de tourner un petit peu la page, et que si pour des raisons personnelles, des fois, les tensions, enfin comment on appelle ça, alors j'ai du mal à l'exprimer, c'est que l'amour-propre, voilà, l'amour-propre d'une personne peut parfois l'amener à ne pas pouvoir revenir sur des positions. Et comme il s'agit d'une nouvelle personnalité qui va être à la tête du Bénin, cette personne peut dire, ben voilà, moi à titre personnel, je n'ai pas eu des relations aussi tendues avec les autorités du Niger, donc je veux renouer la coopération, je veux relancer un certain nombre de projets qui sont communs à nos deux pays et qui permettent à nos deux peuples de vivre en bonne harmonie et de pouvoir faire des échanges, notamment entre Monsieur les Ouadani, populations. on a parlé, on va arriver dans un instant sur cela. Et donc la question qui a été posée en introduction, c'est est-ce que le Bénin a le choix de ne pas collaborer avec les pays de l'AES, notamment le Niger, quand on voit ce qui se passe dans le nord du pays, où il y a malheureusement des attaques terroristes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a-t-il le choix ?
Et voire même, le Niger a-t-il aussi le choix? La coopération, en tout cas, s'impose entre ces deux pays, ne serait-ce que pour lutter contre le terrorisme. Parce que le terrorisme n'a pas d'ennemis, s'implanter, s'infliger au-delà de ces frontières-là. Donc ces pays doivent, ne serait-ce que sur ce plan, s'entendre pour lutter, bouter ces terroristes hors de leur portée. Ensuite, économiquement, ces deux pays sont interdépendants. Qu'est-ce que le Bénin a à perdre en évitant que les marchandises du Niger ne transitent par ce port béninois? Qu'est-ce que le Niger aussi a à perdre autant? Donc, il faut mettre dans la balance le gain approximatif et les pertes et profits pour tirer les leçons. Je crois que c'est l'occasion. Les élections sont une occasion pour ces pays-là de remettre la balle à terre même, pourvu que les nouvelles autorités ne soient pas aussi dépendantes à 100% de l'ancien régime, parce que c'était son ministre des Finances quand même, il l'a adoubé. Et dans quel état d'esprit il vient aux affaires? Et est-ce qu'il va aussi continuer cette politique? Mais est-ce qu'ils ont ce pouvoir de dire non, on ne collabore pas, oui, on collabore? Est-ce que les autorités, même de ces pays, ont le pouvoir? Parce que sinon, il va y avoir une dégradation, sinon on continue, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Si ça ne dépendait que, je crois que l'intérêt des populations serait privilégié. Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres intérêts? Est-ce que les Occidentaux les laisseraient coopérer? Question pour vous, Babadem, peut-on se rapprocher du Niger, peut-on se rapprocher de l'AES tout en faisant partie de la CEDEAO? Là, je parle du Bénin, bien sûr. Je pense que, comme on dit, les États n'ont que des intérêts. Et là, ils n'ont pas le choix. Et quand je dis ils n'ont pas le choix, je parle aussi de justement la guerre d'Iran avec l'acheminement du pétrole. En sachant que l'oléoduc dont le docteur parlait tout à l'heure, en tout cas ça a été en 2023, a été créé donc l'oléoduc Bénin-Niger pour l'acheminement du pétrole du Nigérien. Donc à partir de là, vu qu'on est dans une crise pétrolière, je vois mal le Bénin continuer à refuser. Pourtant, ça fonctionne. On parlait du pipeline. Le pipeline, oui. Pourtant, ça fonctionne, mais à moitié. Je pense que là, avec la crise pétrolière, ils sont obligés de rouvrir. Et au-delà de ça, je pense que le Bénin aussi a vu autre chose. Il a vu que le Ghana en a profité pour récupérer une partie au niveau du port. Il y a également le Togo aussi qui en a profité pour récupérer une partie de l'économie. Et autre chose, si on se basait sur la CEDEAO, si le Bénin se basait sur la CEDEAO aussi pour sa propre sécurité, il voit le résultat, surtout en ce moment, par rapport au nord du Bénin. Donc ils sont obligés de coopérer. Donc renouer avec l'AES, c'est quoi? C'est une obligation. C'est quoi? C'est une obligation, d'accord. Est-ce que c'est un petit peu prendre un peu de recul avec la CEDEAO, ou au contraire on peut jouer sur les deux bords, à savoir être allié aussi bien de l'AES et faire partie amplement de la CEDEAO, sachant que c'est quand même le Bénin? Parce que la CEDEAO n'a pas le choix. Oui. Mais le Togo le fait bien. Le Togo, jusqu'à preuve de contraire, ne veut parler de l'AES. Et le Togo a les meilleures relations avec les pays de l'AES. Donc le nouveau dirigeant béninois peut se mettre dans cette même dynamique. Et surtout, comme disait, pour revenir un petit peu à ce que le capitaine Ibrahim Traoré disait, il dit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de dirigeants africains qui disent que vraiment ce que vous dites c'est la vérité, ce que vous voulez faire c'est la vérité, mais nous on ne sait plus comment faire. Et il leur a même il s'est même permis de leur donner un conseil en disant faites amende honorable, dites à vos populations, voilà on était dans l'erreur, on a fait des conneries, pardonnez-nous et on a été filmé à notre insu. Donc je pense que cette occasion est offerte aux autorités béninoises, mais pour faire amende honorable, dire l'intérêt de nos peuples, c'est de renouer avec le Niger, avec tous les pays de l'AES. Et c'est de travailler en bonne entente avec ces pays. Le Bénin faisait partie de sa cible. Oui. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a de l'espoir, en tout cas que cette nouvelle élection au Bénin puisse être une occasion. Alors même si on ne se fait pas d'illusion qu'un certain nombre de personnes qui ont eu des responsabilités vont continuer à les détenir, mais on dit à chacun de pouvoir marquer son passage à la tête de son pays. Et je pense que c'est l'occasion qui est offerte au nouveau président du Bénin. Et juste pour rajouter, pendant la campagne électorale, ça faisait partie des thèmes. Exactement. Et exactement, ils se sont positionnés. Voilà, donc c'est pour il fallait relancer les pourparlers avec les pays de l'AES, etc. Donc ça a été dit clairement. Et puis encore une fois, on insiste, ils n'ont pas le choix que d'un côté comme de l'autre côté, n'est-ce pas? Et pour conclure, on va vous laisser quand même conclure. Conclure, c'est des perspectives. Cette élection ouvre, il faut quand même reconnaître à ce pays, le quartier latin d'Afrique, 15 millions d'habitants,
un pays qui a connu des coups d'État, certes, qui a régné avec la démocratie, avec une certaine alternance qui se poursuit, hormis le cas du Sénégal qui n'en a jamais connu, je touche du bois, un renversement par les militaires du régime. C'est quand même quelques cas d'exemples en Afrique qui se perpétuent, qui essaient de tirer les leçons et qui essaient d'avancer. Une occasion pour ce nouveau président, en tout cas, d'apaiser. Quoique la CEDEAO et l'AES sont condamnés à coexister. On observe d'ailleurs une certaine accalmie sur le front diplomatique entre ces deux entités-là. Il me semble que les responsables ont compris le message qu'il ne faut pas aller vers la confrontation, qu'il faut aller vers le dialogue, l'apaisement et surtout l'union sacrée pour le sort du continent. Vivement que ces élections tournent une certaine page rigoureuse de contradiction avec les pays de l'AES, entre le Bénin et le Niger, mais surtout avec les autres pays de l'AES et toute la zone, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on souhaite pour la paix et le développement de notre sous-région. Exactement. Donc le chemin de la réconciliation est en marche, mesdames et messieurs. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite ici dans cette émission, l'Afrique dans tous ses états, d'avoir une Afrique unie, une sous-région unie. C'est très, très, très important et on y tient sincèrement. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous, Tchambel Guibayara. Merci à vous, Dr Camara, ainsi qu'à vous, Baba Dem. Rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour une nouvelle émission, l'Afrique dans tous ses états. Bye.